Ma femme s'est fait prendre en gangbang à son enterrement de vie de jeune fille, je pensais ne jamais le découvrir. Jusqu'à ce que je disparaisse discrètement. Imaginez la scène. C'est la veille du plus grand jour de votre vie. Votre costume est repassé, suspendu dans le placard. Vos vœux sont écrits, pliés soigneusement dans votre poche. Votre famille a traversé le pays en avion. Le lieu de réception est décoré. Le traiteur est confirmé. Tout est parfait. Et puis votre téléphone vibre. Un numéro inconnu. Un message sans salutation, ni nom. Juste quelques mots qui vont tout changer, vous méritez de savoir ce qui s'est passé. Ce qui suit est le début de la fin, et personne ne s'y attendait. La semaine précédant mon mariage fut un chaos. Mais le genre de chaos auquel chaque couple de fiancés s'attend. C'était des appels téléphoniques à des heures indues. Des confirmations de dernière minute avec les prestataires. Et des discussions de groupe interminables avec des membres de la famille. Qui n'arrivaient pas à savoir à quelle heure arriver ou où se garer. Mon téléphone était collé à ma main du moment où je me réveillais. Jusqu'au moment où je m'endormais. Je n'étais pas anxieux à propos du mariage en lui-même. J'étais nerveux à l'idée de la logistique. De réussir à organiser un mariage sans que quelque chose ne tourne mal. Il y avait de petits incendies à éteindre chaque jour. Le traiteur a appelé pour confirmer le nombre final d'invités. Et j'ai réalisé que nous avions ajouté 6 personnes à la liste sans mettre à jour les chiffres. Ma tante et mon oncle du côté de mon père avaient une querelle de longue date avec une autre branche de la famille. Alors j'ai dû réorganiser le plan de table. Pour m'assurer qu'il soit aux extrémités opposées de la salle de réception. Quelques invités venant de loin avaient besoin d'aide pour coordonner leur transport depuis l'aéroport. Et d'une manière ou d'une autre, cette responsabilité m'est revenue. Parce que j'étais doué pour organiser les choses. J'ai tout géré sans me plaindre, parce que c'est ce que je suis. Je suis la personne qui résout les problèmes, qui reste calme sous la pression. Qui s'assure que tout se déroule sans accroc pour que les autres n'aient pas à s'inquiéter. Je tirais une fierté de ce rôle. Et j'étais déterminé à faire en sorte que le jour de notre mariage soit parfait. Ma fiancée gérait ses propres responsabilités durant cette semaine. Elle se coordonnait avec ses demoiselles d'honneur. Finalisait ses rendez-vous chez le coiffeur et le maquilleur. Et gérait les diverses demandes et attentes de sa famille. Nous nous sommes à peine vus pendant ces derniers jours, car nous étions tous les deux si occupés. Mais chaque fois que nos chemins se croisaient, nous échangions des sourires fatigués. Et nous nous rappelions que tout cela en vaudrait la peine. Plus que quelques jours, disait-elle en me serrant la main. Et après, ce sera juste nous. Je la croyais. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Je lui faisais entièrement confiance. Et cette confiance n'était pas quelque chose que j'accordais facilement. Quand j'ai décidé de lui demander de m'épouser, c'était après des années à construire une relation. Des années à apprendre qui elle était. Et à décider quelle était la personne que je voulais à mes côtés pour le reste de ma vie. Je l'ai demandé en mariage intentionnellement, et délibérément. Parce que je croyais sincèrement qu'elle était ma personne. Je lui avais accordé ma confiance totale. Et je n'ai jamais douté un seul instant qu'elle ressentait la même chose pour moi. C'est ce qui a rendu tout ce qui a suivi si dévastateur. Je ne cherchais pas de problème durant cette dernière semaine. Parce que je n'avais aucune raison de croire qu'il en existait. Je comptais les heures jusqu'à pouvoir me tenir devant l'autel. Et promettre ma vie à la femme que j'aimais. Je n'avais aucune idée que les fondations sur lesquelles je me tenais s'étaient déjà fissurées. Et que la vérité m'attendait, comme un piège dans lequel j'étais sur le point de tomber. La veille de mon mariage, j'étais seul dans ma chambre d'hôtel. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lampe de la table de chevet. Et la lueur de l'écran de mon téléphone. J'étais allongé sur le lit. Faisant défiler les messages de membres de la famille qui étaient arrivés en ville. Et voulaient me souhaiter bonne chance. Ma mère avait envoyé un long message émouvant, disant à quel point elle était fière. Et qu'elle avait hâte de me voir à l'hôtel. J'ai répondu à tout le monde, les remerciant et les rassurant sur le fait que j'allais bien. Et que j'étais prêt. Et j'étais prêt. Je me sentais calme, serein, certain.
C'était la veille du reste de ma vie, et j'étais exactement là où je voulais être. Puis mon téléphone a vibré avec une notification d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il n'y avait pas de nom associé au message, pas de salutation, pas d'introduction. Juste une seule phrase qui est apparue sur mon écran sans prévenir. Vous méritez de savoir ce qui s'est passé à son enterrement de vie de jeune fille. J'ai fixé ces mots un long moment, essayant de leur trouver un sens. Mon premier réflexe a été de l'ignorer complètement. J'ai supposé que c'était une blague. Peut-être quelqu'un de mon passé essayant de semer le trouble sans raison. Ou quelque chose du genre. J'ai failli poser mon téléphone, et laisser la nuit se poursuivre comme prévu. Mais avant que je puisse décider quoi faire, une autre notification est apparue. Cette fois, ce n'était pas un texto. C'était une vidéo. Un court clip, de 10 ou 15 secondes. Enregistré avec le téléphone de quelqu'un dans ce qui ressemblait à une pièce faiblement éclairée. L'image était tremblante et floue. J'ai appuyé sur lecture, ne sachant pas à quoi m'attendre, et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. La vidéo montrait ma fiancée dans une situation qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Elle était avec 4 hommes, et ce qu'ils faisaient ensemble était sans équivoque. J'ai eu du mal à accepter ce que mes yeux voyaient. J'ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile. L'excitation que j'avais ressentie quelques minutes plus tôt avait disparu. La confiance calme que j'avais portée toute la soirée s'était évanouie. Cette vidéo montrait que l'infidélité s'était produite alors qu'ils étaient ivres. Je pouvais le voir clairement sur les vidéos, la maladresse des mouvements, les rires bruyants. Les expressions vides sur des visages qui auraient dû mieux savoir. Ses amis buvaient beaucoup à ses côtés. Et quelque part dans ce brouillard d'alcool et de mauvaises décisions. Ma fiancée a fini avec 4 hommes différents cette nuit-là. Je ne sais pas si être ivre lui a facilité le franchissement de limites qu'elle n'aurait pas franchies sobre. Ou si l'alcool lui a simplement permis de faire ce qu'elle voulait déjà faire. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Être ivre n'est pas une excuse. Ça n'efface pas les choix. Ça n'annule pas les conséquences. Elle a pris ses décisions en état d'ébriété. Mais elle les a quand même prises pendant que j'étais à la maison. Lui faisant entièrement confiance, croyant chaque mot qu'elle me disait. Quand elle est revenue de cet enterrement de vie de jeune fille, elle avait décrit le week-end comme calme et sans incident. Elle m'a dit qu'elles étaient sorties pour un dîner tranquille, avaient bu quelques verres, avaient pris des nouvelles les unes des autres, et étaient rentrées se coucher. Parce que tout le monde était épuisé par le voyage. Elle a fait en sorte que ça paraisse ennuyeux, presque oubliable. Rien de fou ne s'est passé, avait-elle dit avec un haussement d'épaules désinvolte. Juste du temps de qualité avec les filles avant que la folie du mariage ne commence. Je la croyais. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Mais il n'y avait rien eu de tranquille ce week-end-là. Il n'y avait rien eu de calme ou sans incident dans ce qui s'était passé après les dîners et les verres. Ce qui a rendu la trahison encore plus profonde. C'est la prise de conscience que chaque femme présente à cet enterrement de vie de jeune fille savait exactement ce qui s'était passé. Elles étaient là. Elles ont tout vu. Certaines d'entre elles tenaient probablement les téléphones qui ont enregistré ces clips. Et pourtant, quand elles sont rentrées à la maison, chacune d'entre elles a choisi de garder le silence. Toutes savaient, et toutes se sont tues. La seule personne qui a brisé ce silence était une inconnue. Quelqu'un dont je ne reconnaissais pas le numéro. Quelqu'un qui a envoyé ces clips anonymement, sans aucune explication sur qui elle était. Ou pourquoi elle le faisait. Je suis resté avec cette information pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je ne peux pas dire exactement combien de temps. Car le temps a perdu tout son sens dans cette chambre d'hôtel. À un moment donné, j'ai pris mon téléphone et j'ai essayé d'appeler le numéro qui m'avait envoyé les preuves. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir qui était cette personne, pourquoi elle avait choisi de me le dire. Et si elle avait un lien quelconque avec ma fiancée ou ses amis. Mais l'appel n'a pas abouti. La ligne était coupée, déconnectée, ou peut-être un numéro temporaire qui avait déjà été désactivé. J'ai essayé encore et encore. Rien.
Quiconque m'avait envoyé ces clips ne voulait pas être joint, et j'ai finalement cessé d'essayer. Ce qui m'a le plus surpris pendant ces heures, c'est l'étrange absence des émotions que je m'attendais à ressentir. J'avais toujours imaginé que si quelque chose comme ça m'arrivait un jour, j'exploserais. J'imaginais la rage, brûlante, dévorante, impossible à contrôler. Je m'imaginais jeter des objets, frapper les murs, hurler au téléphone en exigeant des réponses de la femme qui m'avait trahi. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Il n'y avait pas de rage. Pas de mains tremblantes. Pas de larmes coulant sur mon visage, ni de sanglots coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, il y avait un vide profond. Comme si quelque chose d'essentiel avait été retiré de ma poitrine, et remplacé par rien du tout. Je me sentais creux d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Comme si quelqu'un avait vidé tout ce qui me rendait humain. Et n'avait laissé derrière qu'une coquille. Je suis resté assis sur le bord de ce lit d'hôtel, complètement immobile, fixant mon téléphone. Attendant qu'une émotion arrive et me dise quoi faire ensuite. Rien n'est venu. C'est la partie de mon histoire qui déconcerte le plus les gens. Quand je leur raconte ce que j'ai découvert cette nuit-là, ils s'attendent toujours à ce que la phrase suivante implique une confrontation. Ils supposent que je l'ai appelé immédiatement pour exiger une explication. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais confronté ma fiancée. Pas cette nuit-là, pas le lendemain matin, jamais. Je ne l'ai jamais appelée. Je n'ai jamais exigé d'explication. Je ne lui ai jamais permis de se défendre, ou de s'excuser pour ce qu'elle avait fait. Et quand les gens entendent ça, ils me regardent comme si j'avais sauté une étape essentielle. Comme s'il manquait un chapitre à mon histoire que j'avais oublié d'inclure. Mais j'ai mûrement réfléchi à la confrontation. Et j'ai fait le choix délibéré de ne pas y participer. Je me suis assis dans cette chambre d'hôtel et je me suis posé une question simple. Qu'est-ce qu'une confrontation avec elle accomplirait réellement? J'ai joué la conversation dans ma tête, imaginant toutes les directions possibles qu'elle pourrait prendre. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait que 3 issues. La première issue, c'était qu'elle mentirait. Elle nierait tout, prétendrait que les vidéos étaient fausses ou manipulées. Accuserait quelqu'un d'essayer de saboter notre relation. Et tenterait de me manipuler pour me faire douter de ce que j'avais vu de mes propres yeux. Si elle était capable de me mentir en face pendant 3 semaines sur ce qui s'était passé à son enterrement de vie de jeune fille, elle était certainement capable de mentir à nouveau une fois acculée. Cette issue ajouterait l'insulte à la blessure. Et gaspillerait le peu d'énergie émotionnelle qu'il me restait. La deuxième issue, c'était qu'elle trouverait des excuses. Elle admettrait que quelque chose s'était passé, mais essaierait de le minimiser. Elle blâmerait l'alcool, prétendrait qu'elle n'avait pas toute sa tête. Et insisterait sur le fait que la pression du groupe l'avait poussée à faire des choses qu'elle ne ferait jamais sobre. Elle pourrait pleurer et me dire qu'elle ne se souvient presque de rien. Comme si un manque de mémoire effaçait les choix qu'elle avait faits. Cette issue minimiserait ses actions, et insulterait mon intelligence. Être ivre ne vous fait pas coucher accidentellement avec 4 hommes différents. Cela demande des décisions répétées. La troisième issue, c'était qu'elle avouerait tout. Elle me dirait tout, chaque détail, chaque rencontre. Chaque moment que je n'avais pas vu dans ses vidéos. Elle me forcerait à entendre des choses que je ne pourrais jamais oublier. Et rendrait les images dans mon esprit encore plus vives et permanentes. Cette issue ne ferait qu'approfondir ma douleur, sans rien changer. Aucune de ces issues ne modifierait la vérité fondamentale. Elle m'avait trahi, délibérément et en secret. Elle avait fait ses choix en sachant pertinemment qu'elle était fiancée à moi. Que nous étions à quelques semaines de notre mariage. Que j'étais à la maison à lui faire entièrement confiance. Pendant qu'elle faisait ce qu'elle voulait, avec qui elle voulait. Aucune conversation ne pourrait défaire cela. Aucune explication ne pourrait le rendre acceptable. Aucune conversation ne pourrait réparer ses dégâts. La confrontation ne lui donnerait qu'une chance de manipuler le récit. Elle pleurerait. Je savais qu'elle le ferait. Et ses larmes seraient conçues pour me faire sentir coupable d'être blessé. Elle supplierait mon pardon. Et cette supplique déplacerait l'attention de ses actions vers ma réponse. Elle me demanderait de considérer tout ce que nous avions construit ensemble.
me rappellerait les bons moments. Et essaierait de me convaincre qu'un terrible week-end ne devrait pas effacer des années d'amour. J'ai refusé de participer à ce scénario. J'avais déjà assez perdu. Je n'allais pas rester là pendant qu'elle essayait de me faire passer pour le méchant, pour avoir refusé d'épouser quelqu'un qui m'avait trahi. Après avoir pris ma décision, tout ce qui a suivi s'est déroulé avec un calme qui me surprend encore quand j'y repense. Mes émotions étaient quelque part loin, enfermées dans un endroit auquel je ne pouvais pas accéder. Même si je le voulais. Il ne restait que la logique, et la logique me disait précisément ce que je devais faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un bref texto à mon frère. Je lui ai demandé de me rejoindre dans un lieu privé. Un endroit où nous pourrions parler sans que personne n'entende ou n'interrompe. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Je ne lui ai donné aucun détail sur ce qui s'était passé. Je lui ai simplement demandé de venir. Et parce que mon frère me connaît assez bien pour reconnaître quand quelque chose ne va vraiment pas. Il a accepté sans insister pour avoir des réponses. Il a dit qu'il serait là. Quand nous nous sommes rencontrés, je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les captures d'écran, les messages, les vidéos. J'ai vu son visage changer alors qu'il assimilait ce qu'il voyait, d'abord la confusion. Puis l'incrédulité, puis une colère sourde des contenus qu'il avait du mal à maîtriser. Il ne m'a pas interrompu. Il n'a pas essayé de proposer des solutions, ou de me dire ce que je devais faire. Il a juste écouté, me laissant raconter toute l'histoire sans ajouter son propre commentaire. Quand j'ai fini, il m'a posé une question directe, « De quoi as-tu besoin de ma part ?» Je lui ai donné des instructions. Ma fiancée vivait avec moi dans ma maison depuis 1 an. Et je devais m'assurer qu'elle ne pourrait pas y retourner comme si de rien n'était. J'ai dit à mon frère que si elle se présentait, il devait gérer la situation. Je lui ai donné des détails sur le changement des serrures. Sur la coordination avec notre famille pour récupérer tout ce qu'elle aurait pu laisser. Sur le fait de s'assurer que ma maison reste mon espace. Et non un lieu où elle pourrait venir plaider sa cause ou me confronter quand je n'étais pas prêt. Il a pris ses instructions sans discuter, comprenant pourquoi elles étaient nécessaires. Je n'ai pas écrit de mots pour ma fiancée. Je n'ai pas laissé d'explication à l'hôtel, ou ailleurs. Je ne lui ai pas envoyé de dernier message avant de bloquer son numéro. Il n'y avait rien que je voulais dire qu'elle ne savait déjà, qu'elle s'en rende compte ou non. Au moment où elle découvrirait que je ne venais pas au mariage. Elle comprendrait ce qui s'était passé. Elle saurait que quelqu'un m'avait dit la vérité. Elle repasserait en boucle chaque mensonge qu'elle m'avait raconté au cours des 3 dernières semaines. Et réaliserait que ses secrets n'étaient plus secrets. J'ai bloqué son numéro de téléphone avant le lendemain matin. Qui était censé être le jour de notre mariage. Je ne voulais pas recevoir ses appels, ses textos, ou ses messages vocaux. Je ne voulais pas entendre sa panique, ses excuses, ou ses tentatives d'expliquer ce que j'avais vu. Je voulais le silence, et j'allais protéger ce silence avec tout ce que j'avais. Puis j'ai quitté la ville pour être seul. J'ai conduit pendant des heures sans destination claire. Finissant par atterrir dans un endroit loin de tout ce que je connaissais. J'ai pris une chambre dans un motel. Les gens décrivent souvent la disparition comme un acte dramatique. Quelque chose né de l'émotion et de l'impulsion. Une évasion désespérée motivée par la panique ou la rage. Mais mon départ était tout sauf spontané. Il était intentionnel. Chaque pas que je faisais était conçu pour me retirer d'une situation devenue insupportable. Sans faire de scène, sans donner à quiconque des munitions pour me dépeindre comme instable. Cruel ou irrationnel. Je ne voulais pas de théâtralité. Je ne voulais pas de vengeance. J'ai simplement cessé de participer à un mariage qui avait déjà été vidé de son sens par des secrets. Je n'étais pas là le jour de mon mariage. Donc, tout ce que je sais de ce qui s'est passé provient de sources indirectes. Des bribes d'histoire que j'ai reconstituées plus tard grâce à mon frère. À des parents qui étaient prêts à me parler. Et aux inévitables commérages qui se sont répandus dans nos cercles sociaux communs. Je n'ai pas demandé ces détails. Je n'en voulais pas, mais ils ont trouvé leur chemin jusqu'à moi de toute façon. Et maintenant je les porte, que ça me plaise ou non.
pendant que les invités arrivaient au lieu de réception dans leur tenue de cérémonie. Garaient leur voiture, et entraient avec des sourires, des sacs à dos. Et l'attente d'une belle cérémonie, j'étais déjà parti. Ma fiancée à ce moment-là était vraisemblablement dans une suite nuptiale. Entourée de ces demoiselles d'honneur, les mêmes femmes qui l'avaient vu me trahir et n'avaient rien dit, se faisant coiffer et maquiller en préparation de sa marche vers l'hôtel. Je ne regardais pas mon téléphone. Je ne rafraîchissais pas mes messages. Attendant des notifications pour me dire ce qui se passait au lieu de réception. Je ne suivais pas le chaos qui, je le savais, allait se déchaîner au moment où les gens réaliseraient que le marié ne venait pas. Je savais que ça arriverait. Je savais qu'il y aurait de la confusion, puis de la panique. Puis des appels téléphoniques frénétiques et des conversations chuchotées. Et finalement l'annonce inévitable que le mariage n'aurait pas lieu. Mais je n'avais aucun intérêt à assister à tout cela en temps réel. J'en avais déjà assez vu. Je n'avais pas besoin de voir son visage quand elle a réalisé que je ne venais pas. Je n'avais pas besoin d'entendre ses amis se démener pour trouver des explications. Ou de les regarder essayer de comprendre qui avait envoyé ces messages anonymes. Je n'avais pas besoin d'excuses ou de confirmation de la part de personnes qui avaient déjà prouvé que leur loyauté n'était pas envers moi. Chaque femme qui se tenait à ses côtés ce jour de mariage savait ce qu'elle avait fait. Et a choisi de garder le silence. Leurs opinions n'avaient plus d'importance. Leur culpabilité ne me concernait plus. Elles avaient fait leur choix, et j'avais fait le mien. Ce qui s'était passé était simple. Quand j'ai dépouillé la situation de toute l'émotion et de la confusion. Elle avait fait des choix qui exigeaient le secret et la tromperie. Elle m'avait menti à plusieurs reprises, facilement, sans hésitation, pendant des semaines. Et j'avais fait un seul choix en réponse, un choix qui exigeait la dignité et le respect de soi. Les deux étaient incompatibles. Il n'y avait aucune version des événements où je marchais jusqu'à cet hôtel en sachant ce que je savais. Et où je pouvais vivre avec moi-même après. Alors, je n'ai pas marché jusqu'à cet hôtel du tout. Ce qui a suivi l'annulation du mariage fut précisément le genre de chaos que j'avais anticipé. Ce qui explique en partie pourquoi je voulais être loin quand c'est arrivé. Ma fiancée a appelé toutes les personnes auxquelles elle pouvait penser. Essayant désespérément de me trouver et de comprendre ce qui n'allait pas. Elle a laissé des messages vocaux que je n'ai jamais écoutés. Et envoyé des textos que je n'ai jamais lus, car son numéro était bloqué. Elle s'est présentée chez moi et a trouvé les serrures changées, mon frère montant la garde. Et aucune explication ne l'attendant. Elle était frénétique, confuse, et selon les témoins, complètement dévastée. Mais je n'ai rien ressenti en entendant ces récits. La femme que j'avais aimée n'existait plus. Son groupe d'amis s'est fracturé presque immédiatement dans les jours qui ont suivi. Quand les gens ont réalisé que quelqu'un m'avait envoyé des messages anonymes révélant ce qui s'était passé à l'enterrement de vie de jeune fille. La suspicion s'est répandue comme une traînée de poudre. Chaque femme qui avait participé à ce voyage est devenue une suspecte potentielle. Les accusations ont fusé. Les alliances ont changé. Certaines de ses amies se sont retournées les unes contre les autres, insistant sur le fait qu'elles n'auraient jamais fait une chose pareille. Pointant du doigt celle qui semblait la plus susceptible de trahir le groupe. C'était désordonné, et laid. Et précisément le genre de drame que j'avais choisi d'éviter en partant discrètement. Les histoires qui circulaient sur le comportement de ma fiancée changeaient selon la personne qui les racontait. Certaines de ses amies affirmaient qu'elle avait été extrêmement ivre. Tellement intoxiquée qu'elle était à peine consciente de ses actes. Elle présentait toute l'affaire comme une série d'erreurs commises sous l'influence de l'alcool. Comme si l'ivresse effaçait la responsabilité et transformait des choix délibérés en accidents. D'autres soutenaient que ce qui s'était passé ne signifiait rien. Que les rencontres physiques en dehors d'une relation pouvaient être séparées de l'engagement émotionnel. Et que je surréagissais en annulant le mariage pour quelque chose d'aussi insignifiant. Quelques personnes ont même suggéré que j'aurais dû venir quand même, que je lui devais. À elle et à nos familles. D'avoir au moins une conversation avant de prendre une décision aussi drastique. Ils ont dit que partir sans explication était lâche ou cruel. Qu'un vrai homme aurait affronté la situation de front au lieu de s'enfuir. J'ai entendu toutes ces opinions de seconde main.
Et chacune a confirmé que j'avais fait le bon choix en refusant de m'engager. L'ironie de ces accusations ne m'a pas échappé. Aucune des personnes qui critiquaient mon départ ne s'était demandé ce qu'il m'en avait coûté de garder le silence. Aucune d'entre elles n'avait considéré que me présenter à ce mariage et prétendre que tout allait bien aurait été le véritable acte de lâcheté. Une performance conçue pour éviter l'inconfort, tout en garantissant des années de ressentiment et de douleur. Le blâme se déplaçait constamment, alors que les différentes parties tentaient de se protéger. Mais je suis resté en dehors du chaos, observant à distance sans m'impliquer. J'aurais pu aller jusqu'au bout avec le mariage. Cette pensée m'a traversé l'esprit plus d'une fois dans les heures qui ont suivi la réception de cette vidéo. J'aurais pu supprimer les preuves, prétendre que je ne les avais jamais vues. Marcher jusqu'à l'hôtel le lendemain matin avec un sourire aux lèvres et des vœux dans ma poche. J'aurais pu enfouir ma douleur si profondément que personne n'aurait jamais su qu'elle existait. Mais j'ai compris, même dans mes moments les plus vides, que le mariage n'aurait pas survécu. Le ressentiment aurait grandi chaque jour. Chaque fois qu'elle m'aurait dit qu'elle m'aimait, je me serais demandé si elle mentait. Chaque fois qu'elle serait sortie avec des amis, j'aurais imaginé le pire. La confiance, une fois détruite, ne se reconstruit pas facilement. Et ce qu'elle a fait n'était pas une fissure dans les fondations. C'était une démolition. Finalement, tout se serait effondré de toute façon. Mais de manière plus désordonnée et plus douloureuse qu'une rupture nette au début. Les gens m'ont demandé de nombreuses fois pourquoi je ne me suis jamais expliqué. Ils veulent savoir pourquoi je ne me suis pas assis avec ma fiancée pour lui dire exactement pourquoi je suis parti. Ils veulent savoir pourquoi je n'ai pas envoyé de message à sa famille pour clarifier ce qui s'était passé. Ou fait une déclaration à nos amis communs pour qu'ils arrêtent de deviner et de commérer. Ils pensent qu'une explication aurait apporté une conclusion pour elle, pour eux. Et peut-être pour moi aussi. Mais j'ai mûrement réfléchi à cela, et je maintiens ma décision de ne rien dire. Chaque explication aurait été accueillie par un contre-argument. Conçu pour me faire sentir coupable de m'être protégé. C'est ainsi que fonctionne la manipulation. Elle n'attaque pas les faits directement. Elle attaque votre interprétation des faits. Elle vous fait vous demander si vous surréagissez, si vous êtes trop rigide. Ou si vous devriez être plus compréhensif et disposé à laisser passer les choses. Elle réécrit la vérité petit à petit. Jusqu'à ce que vous ne soyez plus sûr de ce qui s'est réellement passé. Ou de ce que vous êtes censé ressentir à ce sujet. Je refuse de participer à ce cycle. J'ai compris que la manipulation fonctionne en réécrivant la vérité. En faisant en sorte que la victime remette en question ses propres perceptions et jugements. Jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus confiance à ce qu'elle a vu de ses propres yeux. En gardant le silence, je me suis retiré entièrement du champ de bataille. Il n'y avait rien à débattre, car je n'ai jamais présenté d'arguments. Il n'y avait rien à négocier, car je n'ai jamais ouvert de négociation. Il n'y avait rien à réinterpréter, car je n'ai jamais offert mon interprétation à l'examen. Les preuves existaient. J'avais pris ma décision, et je n'allais pas la défaire. Tout le reste n'était que du bruit. Je reconnais que beaucoup de gens ont trouvé mon silence frustrant, voire cruel. Ma fiancée a probablement passé des semaines, ou des mois, à se demander exactement ce que je savais, et comment je l'avais découvert. Sa famille a probablement spéculé sans fin sur ce qui avait mal tourné. Nos amis communs ont probablement débattu entre eux, prenant parti, créant des théories. Essayant de combler les vides que je refusais de remplir. Certains d'entre eux m'ont probablement blâmé, ont décidé que j'étais le méchant. Et ont conclu que quiconque disparaît sans un mot doit cacher quelque chose. Ou fuir sa propre culpabilité. Mais mon silence n'était pas passif, ni faible. C'était un acte délibéré d'auto-préservation. C'était la seule réponse qui préservait ma santé mentale, et mon respect de moi-même. Avec le temps, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. J'ai finalement découvert qui m'avait envoyé ces messages. C'était une des amies de ma fiancée, une femme avec qui elle s'était disputée à un moment donné. Cette amie en particulier n'était pas réellement à l'enterrement de vie de jeune fille. Mais elle a probablement obtenu les clips de quelqu'un qui y était.
Qu'elle me les ait envoyés par souci sincère de la vérité. Ou simplement parce qu'elle voulait blesser ma fiancée, je ne sais pas. Peut-être les deux. Peut-être s'est-elle convaincue qu'elle faisait ce qu'il fallait. Tout en savourant la destruction que cela causerait. Ces motivations n'ont plus d'importance pour moi. Quelles que soient ses raisons. Elle m'a donné l'information dont j'avais besoin pour prendre une décision éclairée sur ma propre vie. Même avec cette prise de conscience. Je ne vais pas vous donner une mise à jour triomphante sur la façon dont tout s'est parfaitement arrangé pour moi après mon départ. Ce n'est pas une de ces histoires où le protagoniste trouve quelqu'un de mieux en 6 mois et vit heureux pour toujours. Tandis que la personne qui lui a fait du tort subit une misère sans fin. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai pas trouvé de nouvelle partenaire qui ait restauré ma foi en l'amour. Je n'ai pas accompli de succès spectaculaire qui ait prouvé à mon ex-fiancé qu'elle avait tort à mon sujet. J'ai juste continué à vivre, un jour à la fois. En essayant de reconstruire un semblant de normalité. Après que mon avenir tout entier ait été anéanti par quelqu'un en qui j'avais confiance. Je suis toujours là. Je suis toujours debout. Je choisis toujours de vivre selon mes propres valeurs, plutôt que selon les attentes des autres. Je n'ai pas laissé ce qui m'est arrivé me transformer en une personne amère. Qui refuse de faire confiance à qui que ce soit. Je n'ai pas laissé cela détruire mes relations avec ma famille et mes amis. Les personnes qui m'ont soutenu quand tout s'est effondré. Certaines personnes ne comprendront jamais le choix que j'ai fait. Elles me verront toujours comme le méchant qui a abandonné une femme le jour de son mariage. Sans un mot. Elles se diront que j'étais froid, cruel, lâche, ou les trois à la fois. J'ai fait la paix avec cette incompréhension. Les personnes dont l'opinion compte vraiment pour moi connaissent la vérité. Elles ont vu les preuves. Elles comprennent pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tous les autres ont droit à leurs suppositions, mais ces suppositions ne me définissent pas. Si vous écoutez ceci et que vous vous trouvez dans une situation similaire à la mienne. Si vous découvrez quelque chose qui brise votre confiance en quelqu'un que vous aimez. Si vous êtes confronté à une décision qui changera le cours de votre vie. Je veux vous laisser avec quelques pensées. Faites confiance à ce que vous voyez, plutôt qu'à ce qu'on vous dit. Quand les preuves sont claires, ne laissez personne vous convaincre que vos yeux vous mentent. Protégez votre dignité, même lorsque cela vous coûte tout le reste. Vous n'êtes pas obligé de participer à votre propre humiliation. Peu importe à quel point quelqu'un supplie. Ou combien de personnes vous poussent à pardonner et à oublier. Et rappelez-vous que certaines vérités ne nécessitent pas d'explication. Certaines fins n'ont pas besoin de conclusion. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, c'est simplement de tourner les talons. Et de ne jamais regarder en arrière.